Écoutez, bonsoir à tous. Ravi de voir une salle aussi remplie ce soir à Villeneuve. Je vais d'abord laisser la parole au maire de Villeneuve qui nous accueille gentiment dans sa belle commune. N'hésitez pas à revenir visiter Villeneuve, qui est une très belle commune du 04. Je dirais pas la plus belle parce que Christophe est là, que je suis, moi aussi maire. Donc on va peut-être avoir une petite différence. Je dis que c'est la plus belle commune, mais une des plus belles communes du 04. Monsieur le maire Serge Faurin. Je vais être très rapide, hein, ce qui est essentiel, ça va être le débat qui sera dit. Bienvenue, merci à tous et à toutes d'être venus. Madame la ministre, merci, c'est vraiment un honneur et un vrai plaisir. Cher Christophe, évidemment. Nous sommes ici ensemble pour trois choses finalement. Conforter la victoire d'Emmanuel Macron, travailler ensemble, parce que je sais que vous venez d'horizons différents, pour mettre en œuvre ce programme qui va protéger les Français et qui va préparer l'avenir. Et puis ensuite, et ça arrivera très vite, il ne faut pas l'oublier, lui donner la majorité qui permettra de travailler et de mettre en œuvre ce programme. Je vous remercie. Alors je le disais tout à l'heure, je suis très heureux de vous retrouver. Et puis de voir cette salle remplie, ça me rappelle 2016. Et 2016, à une époque où je pense pas que les gens auraient pensé qu'on ait 265 personnes dans cette salle ce soir. Je pense aussi que ça aurait dérouté certaines de voir deux ministres, anciennes députées, une députée de droite, un député de gauche. Et puis quand je vois cette salle, qu'est-ce que je vois? Je vois des citoyens engagés. Je vois des élus des municipalités. J'ai même vu mes 8 élus qui ont été assez fous pour me suivre dans l'aventure qu'on continue à vivre tous les jours à Horizon. Je vois des maires de gauche et de droite. Je vois des conseillers départementaux, beaucoup de droite. Une de gauche. Puis j'ai entendu dire, à ce qui paraît qu'il y en avait aussi qui étaient La République En Marche. Bravo. Je vous dis, il y a aussi, j'ai pas fini parce qu'on a aussi des conseillers régionaux, on a aussi des députés, et puis on a surtout ce que les gens n'arrivent toujours pas bien à comprendre, des gens de gauche et de droite. On nous reproche encore, on se pose encore des questions là-dessus. Alors peut-être que certains analystes politiques, quand ils vont voir cette salle, vont s'amuser à faire des pourcentages. On va dire, alors lui il est de gauche, lui il est de droite, lui, dans quelle case je le mets, parce que lui c'est simplement un citoyen engagé dans une association, à la chambre d'agriculture, à la chambre de commerce. Et en fait, tous ces gens-là, moi j'ai pas envie de faire de stats. Parce que moi ce que je vois là, c'est simplement des gens qui sont engagés pour leur territoire. Et c'est ce modèle-là qu'on continue à défendre. C'est-à-dire que moi je ne veux pas savoir si vous êtes de gauche ou de droite, je veux simplement avoir envie de travailler avec vous sur notre territoire. Et c'est ça le cœur de mon engagement à La République En Marche. Et j'en suis fier, et notamment aujourd'hui, parce qu'en 2016 on nous traitait de fous. La réalité, elle n'est pas si dingue que ça. Elle continue à avancer malgré la tempête. Parce que, quoi qu'on dise, on n'a pas passé 5 années très calmes. Et je pense que nos deux ministres sont là pour en témoigner. J'avais envie de te dire, il y a eu plusieurs tempêtes. On a un ministre qui a connu une tempête plutôt jaune. Une ministre qui a connu une tempête plutôt virale. Mais ils ont toujours gardé le cap. Alors je voudrais quand même ce soir qu'on leur rende hommage, qu'on les applaudisse et qu'on applaudisse aussi nos parlementaires. Parce que alors dans 16 jours, on a tous rendez-vous. Et je me permettrai juste d'aller un peu à contre-courant de ce que tu viens de dire, c'est que rien n'est fait. Rien n'est fait. Et moi je me rappelle, j'étais jeune électeur et puis on me promettait un deuxième tour Jospin-Chirac. Je pense que vous vous en rappelez tous. C'était tout. On parlait que de ça. C'était fait. Du coup certains ont préféré ce jour-là aller à la plage. Et puis à 8h, quand les deux visages se sont affichés, on a tous pris un gros mal de tête. Donc on n'a pas à revivre ça et on ne doit pas le revivre. Et donc se dire en nous tous les jours, ça y est, c'est gagné, c'est pas grave, les sondages nous mettent devant, non, non, c'est le piège dans lequel nous ne devons pas tomber. Chacun d'entre nous, pendant 16 jours, on va battre la campagne, on va battre la ville, on va aller voir nos amis, on va convaincre la famille, les proches, remobiliser nos militants,
parce qu'il y a un combat à mener, il n'est pas gagné, et tant qu'on n'est pas au soir du deuxième tour, il ne sera pas gagné. Donc allez voter, faisons élire Emmanuel Macron une seconde fois, parce que c'est la chance pour notre pays, et on y participera tous. Merci. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux ministres qui vont tout à l'heure prendre la parole et échanger avec vous. Et puis on a la chance d'avoir Ambroise, qui est le président des JAM au niveau national. Et en fait, je suis très heureux de te voir, parce que j'ai une histoire personnelle qui s'appelle Jeune agriculteur. Et cet engagement jeune, je pense que c'est ce qui fait battre notre pays. Emmener des idées nouvelles. Et on a malheureusement peu de jeunes qui s'engagent aujourd'hui. Et je sais que tu portes ce mouvement tous les jours, dans tous les combats. Donc félicitations, bravo, et merci à cette jeunesse. Alors avant de commencer ces échanges, ces interventions, ces témoignages, on a une personnalité du monde politique local qui a souhaité nous adresser un message parce qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc je vais appeler Roberto Figuroli qui va nous lire un message de Daniel Spagnon. Alors, Madame la Ministre, vous trouverez peut-être mon intervention un petit peu prime sautière, mais c'est Daniel Spagnon qui s'adresse à vous. Merci. Madame la Ministre, chère Roselyne, Monsieur le député, cher Christophe, Mesdames, Messieurs, je me faisais une joie de participer à la réunion qui vous rassemble ce soir à Villeneuve, invité par Christophe Castaner, qui a comme moi le même souci de défense de nos territoires ruraux. Mais la Covid en a décidé autrement, et depuis 2 jours, je suis assigné à résidence. J'éprouve beaucoup d'amitié pour Madame Roselyne Bachelot, que j'ai bien connue alors que j'étais député, et j'ai souvent été invité d'ailleurs à des déjeuners avec elle de travail lorsqu'elle était ministre de l'écologie et du développement durable sous Jacques Chirac, puis au ministère de la Santé sous Nicolas Sarkozy. J'ai une grande reconnaissance aussi envers elle, car je n'oublie pas que c'est elle qui m'a accueilli, alors qu'elle siégeait au banc des ministres de l'Assemblée nationale, après mon absence d'1 mois à la suite de l'agression à l'arme à feu dont j'avais été victime dans mon bureau de la mairie de Sisteron. Que ce soit à l'écologie, à la santé, au sport et aujourd'hui à la culture, elle a toujours fait preuve d'une grande compétence, d'une juste rigueur, mais aussi d'une dimension humaine hors norme, ce qui lui vaut d'être toujours placée dans le haut du palmarès des personnalités les plus appréciées des Français. Ma chère Dine, j'aurais tellement eu plaisir à échanger de vive voix avec toi à l'occasion de cette visite. J'espère cependant avoir la chance de te recevoir officiellement à Sisteron avant la fin de mon mandat de maire, qui sera le dernier, car je suis persuadé que l'on se retrouvera dans le prochain gouvernement. Au-delà de ces circonstances et ces considérations très personnelles, j'aimerais aussi vous transmettre, mesdames et messieurs, mes chers amis, un message qui me semble très important. Dans un contexte international plus que tendu, les hommes et femmes de ma génération peuvent facilement faire des comparaisons. Nous avons connu, nos parents ont connu, une Europe inquiétante, menaçante, guerrière, puis déchirée, ravagée, en ruine et enfin rancunière. Nous ne voulons pas revivre la confusion la plus totale qu'engendre un conflit mondial, et notamment ces bandes d'enfants affamés, errer sur des routes désertes, venant de nulle part et allant on ne sait où. Car la guerre, c'est malheureusement cela aussi. Il faut donc, par tous les moyens, l'éviter, en privilégiant la diplomatie, comme le fait depuis le début de ce conflit russo-ukrainien Emmanuel Macron. C'est pourquoi je suis convaincu, dans le contexte très particulier d'une campagne électorale, que l'heure est surtout au rassemblement et non à la division. La sagesse impose, afin de donner une chance au retour de la paix, que l'on fasse corps avec le président de la République, au-delà de la politique politicienne et des partis. Ce n'est pas en temps de crise d'une telle ampleur qu'on décide de changer de capitaine, et encore moins de général. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée, et surtout, prenez soin de vous.
Daniel Stagno. Cher Christophe. Je dois dire qu'on en soit chaude. Merci à toi. Bon, il est bon le petit quand même, vous ne trouvez pas? Non, parce qu'à chaque fois, il flippe, il se dit, mon Dieu, comment je vais faire, etc. Alors la dernière fois qu'il a eu ça, il y avait 3000 personnes, on était à Avignon, et ça a été remarquable. Et aujourd'hui, on voit quand même que c'est de la bonne graine. La graine de peuple. Non, personnellement, parce que je ne vais pas tous vous saluer, je veux saluer Poupette. Une engagée aussi, pour ceux qui la connaissent. Ça fait combien d'années que Poupette est engagée dans la vie politique? Elle était au Parti radical de gauche. Elle a continué, elle l'est toujours, elle a continué à s'engager, elle reste vigilante et surtout, elle reste, je peux en témoigner à titre personnel, affectueuse. Avec toujours le petit message, le petit mot, le moment de réconfort, y compris dans les moments difficiles, que comme chacune d'entre nous, on peut connaître et que tu as connu, d'avoir toujours cette élégance. D'essayer de porter l'affection, la bienveillance si rare en politique. Alors je voudrais évidemment te remercier de ton accueil, Serge, et de ton engagement. Saluer avec presque les mêmes mots que les tiens, mais Ambroise, parce qu'on a cheminé ensemble, je l'ai vu devenir, j'avais quitté le poste de responsable de la République en marche. Tu as pris tes responsabilités à la tête des jeunes avec Macron, et j'ai vu aussi cette graine de talent monter en puissance avec une énergie de dingue que portent les jeunes et que tu portes en partie. Chère Rosalie, je te remercie d'être là. Alors, on a eu quelques rendez-vous officiels, manqués de visites officielles, dont la dernière qui devait passer à Sisteron pour saluer Daniel, et c'était jeudi dernier. Et là, il se trouve qu'il y a une personnalité importante, surtout pour nous, je fais gaffe quand tu dis des choses, qui a eu la mauvaise idée de te donner ce jour-là son programme. Et puis moi le soir, je faisais un débat face à Hidalgo Anne Hidalgo sur France 2. Et donc du coup, j'ai suggéré à Rosine, je dis là, tu vas venir dans le département, mais je ne serai pas là. Alors, non, pas question. Mais je vais revenir dans les Alpes et je veux venir dans une région politique dans les Alpes de Provence. Et te voilà ici, tu as fait un aller-retour, nous étions à Nice ensemble il y a 2 jours, tu es remonté travailler au ministère, tu es revenu spécialement pour notre réunion. Un grand merci Rosine. Et un grand merci, parce que comme tu l'as dit, nous incarnons le dépassement politique. Emmanuel Macron, en 2016-2017, a porté cette valeur du dépassement politique. Il faut vous dire, à l'époque, d'abord, nous n'étions pas nombreux dans la campagne, personne n'y croyait. Quand on rencontrait des journalistes pendant la campagne, ils disaient non, c'est bien, c'est un slogan, mais vous allez faire comment? Avec qui? Pourquoi? Et on disait, mais il sait s'engager, et il le fera bien. Et c'est ce qu'il a commencé à faire quand il a nommé Édouard Philippe. Je vais vous raconter l'anecdote personnelle que j'ai vécue avec Édouard. Dine, après avoir été nommé avec le président de la République, ils réfléchissent à différentes possibilités pour rentrer au gouvernement. Et alors Philippe dit, tu sais, Castard, moi je l'ai connu, mais une fois dans un débat, nous étions face à face, j'en ai pas gardé un super souvenir. Ça veut dire que je m'étais bien débrouillé dans le débat. Mais pourquoi pas? Et là, le président lui dit, tu le vois, si ça match, ça match, si ça matche pas, ça matche pas. Et le lendemain matin, j'étais dans le bureau d'Édouard Philippe. Il fallait qu'on s'apprivoise. Et je peux vous dire que ça a pris quelques minutes. Parce que tout de suite, on avait un point commun, celui d'être maire. Et les maires qui sont ici, ils sont nombreux avec des territoires différents, des tailles de communes différentes, des expériences différentes, savent que, au fond, ce bon vieux débat qu'on a tant aimé entre la droite et la gauche n'existe pas quand on prend une décision. Une décision, on la prend quand on est maire parce qu'on pense qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise. Et si elle est mauvaise, on évite de la prendre. Et quelquefois, quand on est maire, quand on est député, quand on est ministre, quand on est président, on se plante. Et il nous arrive aussi de nous tromper. Mais on prend toujours la décision, non pas en fonction de telle ou telle étiquette qui serait affichée, qui serait l'étiquette politique, mais en fonction de ce que l'on pense le mieux possible. En rejoignant Emmanuel Macron et en quittant le Parti socialiste où j'étais, j'ai trouvé une forme de liberté.
la liberté d'arrêter de me poser la question de savoir si Roselyne Bachelot, quand elle porte une idée parce qu'elle est de droite à l'origine, ce serait une mauvaise idée, et si tel autre responsable politique, parce qu'il serait de gauche, serait forcément mauvais dans son idée. Simplement de se dire, est-ce que c'est bien ou pas? Et c'est comme ça qu'on a construit, qu'on a fait. Et je le disais encore il y a 2 jours en présence d'Édouard, moi j'ai passé 3 années aux côtés d'Édouard Philippe, où j'ai appris, où j'ai grandi, où j'ai mûri. 3 années d'expérience, de confrontation, avec quelques engueulades à certains moments, surtout quand je venais lui demander d'augmenter le budget du ministère dont j'avais la charge, et il était un peu sévère sur les arbitrages budgétaires. Mais 3 années où, au fond, de la confrontation de nos parcours, de nos identités, de notre ADN, et il revendique toujours d'être de droite, et je revendique mes valeurs de gauche, on a toujours su chercher à sortir le meilleur axe de notre engagement. Et je pense que c'est ce qu'on attend aujourd'hui du président de la République ou de la présidente de la République qui sera en responsabilité dans quelques semaines. C'est de ne pas s'enfermer dans des dogmes, dans des doctrines, et toujours de se poser la question de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Notre pays n'a pas besoin de s'enfermer dans des bons vieux débats politiques, mais a besoin d'avancer, d'évaluer et de faire en sorte que ce qui va bien et ce qui va pas. Depuis jeudi dernier, et la présentation du programme, et on abordera quelques points, évidemment, on ne pourra pas tout aborder. Souvent, il y a cette question, et elle m'est posée dans les médias que je fais, ah oui, mais c'est trop à droite ou c'est trop à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça ne veut plus rien dire. La question de la retraite. Et j'aborde tout de suite sur le sujet le plus impopulaire de toutes les propositions portées par le président de la République. Est-ce que c'est de droite ou de gauche que de dire il faut sauver le régime des retraites? Parce que ce dont on parle, c'est de sauver le régime des retraites. Est-ce que c'est de droite ou de gauche de dire il faut sauver l'ensemble de notre système social dans le pays, parce que pour cela, il faut le financer? Je ne sais pas si c'est de droite ou de gauche. Ce que je sais, et qui est extrêmement simple, c'est qu'il y a 3 façons de faire en sorte qu'on puisse payer les retraites et maintenir notre système social. C'est augmenter les impôts, c'est diminuer les prestations et les retraites, ou c'est travailler plus dans notre pays. Eh bien, on a fait le choix de travailler plus. Et on sait qu'on peut faire ce choix-là dans ce moment si particulier où parmi les engagements que nous pouvons prendre devant vous, il y a celui d'atteindre le plein emploi dans notre pays. Ça a l'air de rien aujourd'hui. Et il y a 5 ans, si j'étais venu dans cette même salle avec les mêmes invités devant vous en vous disant notre objectif c'est en 10 ans d'atteindre le plein emploi, vous m'auriez pris pour un dingue. Parce que chacun sait que c'était considéré comme inatteignable. Eh bien non. Sur un combat aussi majeur que celui de l'émancipation individuelle par le travail, par l'emploi, le fait est de ne pas se poser la question si c'est de droite ou de gauche, mais c'est de tout faire pour agir. Et on agit. Quelquefois, on a bousculé. Je prends un sujet, l'apprentissage. Moi, j'étais vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'avais dans mon portefeuille l'apprentissage. C'était formidable, l'apprentissage. Là aussi, dans ce bruit du tic-tac entre la droite et la gauche. Vous étiez de droite, vous disiez l'apprentissage des 14 ans. Là, vous étiez anarcho-esclavagiste. Et vous étiez de gauche, vous disiez non, l'apprentissage, il faut attendre qu'il s'éduque, etc. 16 ans, 17 ans, 18 ans, il faut voir qu'on en discute. Et vous étiez totalement considéré comme laxiste. À quel moment on se posait la question de savoir si pour l'apprentissage, on était en situation d'échec ou de succès? À aucun moment. Par contre, on avait ce bon vieux totem qui faisait qu'on pouvait se jeter à la figure les anathèmes de l'apprentissage. Personne ne se posait la question de savoir pourquoi nous étions en décrochage aussi flagrant avec l'Allemagne, qui avait 2 fois plus de taux d'apprentissage par habitant. Eh bien, nous avons réformé l'apprentissage, avec une petite révolution d'ailleurs. Depuis au moins 1983, on est systématiquement dans la décentralisation. Eh bien, on a repris aux régions cette compétence. On peut le dire, maintenant qu'il nous soutient à Renault, il a râlé. Il a râlé très très fort, au nom de l'Association des régions de France. Olivier Pénicaud, il l'avait un peu là, on a tenu bon. Mais on n'a pas renationalisé l'apprentissage. On a construit une offre d'apprentissage avec les professionnels, avec les filières, avec les femmes et les hommes qui font l'emploi dans notre pays et qui nous disaient on a des besoins sur ces sujets, il faut avancer. Et parce qu'on a osé cette petite révolution, alors qu'il y avait 290 000 apprentis dans notre pays quand nous avons pris nos responsabilités, il y en a aujourd'hui 720 000. C'est ça la réalité de l'apprentissage. Et je pense que on va valoriser les savoirs, l'expérience, la mémoire, notre propre histoire. Vous savez, dans nos villages, quand il y avait un chaudronnier, quand il y avait tel ou tel métier un peu en voie de disparition,
là où ils sont restés. C'est parce qu'à un moment, celui qui portait ce savoir-faire avait la capacité à dire je vais faire confiance dans un jeune apprenti, je vais lui apprendre mon métier, il va cheminer, il va réussir. C'est de cela dont on parle. Et si j'évoque une action que nous avons faite dans Péron, je vous en ai évoqué une qu'on veut faire dans notre projet. Assumer aussi d'avoir un regard aussi offensif sur l'enseignement professionnel. Aujourd'hui, personne ne peut se satisfaire dans notre pays que 50% des jeunes qui sortent de l'enseignement professionnel à 6 mois soient dans des situations d'échec pour l'emploi. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable avec le taux d'emploi que nous connaissons, ça n'est pas acceptable par rapport à l'engagement de ces jeunes qui font une formation dans l'enseignement professionnel, qui se lèvent l'âme, comme on dit ici, et qui, au bout du compte, constatent que non, ils n'aboutissent pas vers l'emploi. Eh bien oui, nous allons assumer de revoir, d'analyser, d'évaluer l'enseignement professionnel. Et si au bout de 2 ans, on s'aperçoit qu'une formation professionnelle ne marche pas, il faut l'arrêter. Il faut assumer de l'arrêter, il faut la changer, il faut proposer une autre formation. Ça paraît simple. Et vous savez que ça n'est pas le cas dans notre pays. Et donc oui, nous assumons, nous voulons réformer l'enseignement professionnel, investir dans l'enseignement professionnel, aller plus loin encore dans l'enseignement professionnel, parce que nous savons combien c'est clé, combien c'est essentiel pour l'émancipation individuelle. Au fond, la question du plein emploi que j'évoquais, c'est certainement aussi la meilleure mesure en matière de pouvoir d'achat dont on parle beaucoup. Au fond, la question de donner les moyens d'aller vers l'emploi, elle est essentielle. Alors il y a une mesure aussi qui fait débat. La question de l'engagement, si vous êtes allocataire, j'aime pas bénéficiaire, allocataire du RSA. Elle fait débat. Alors celle-ci, elle serait terriblement de droite. Je vous invite à relire à la fois François Mitterrand dans la lettre à tous les Français et Michel Rocard dans son discours de politique générale quand ils ont créé le RMI. Et combien il disait que le volet insertion était majeur, indispensable même à l'engagement et à l'accompagnement par le RSA. C'est un confort de riche que de dire on peut donner une allocation, mais si vous maintenez quelqu'un dans un système où vous donnez une toute petite allocation, parce que le RSA c'est une toute petite allocation, pendant des années, sans l'amener vers l'emploi, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Et donc on prend la décision de dire que chaque personne, en fonction de sa situation individuelle, et on n'attend pas la même chose d'une mère isolée avec 2 enfants en bas âge, qui est à Fort-Calquier par exemple, que de quelqu'un qui est dans la force de l'âge, dans la vallée de la Défense, qui est plus dynamique en matière d'emploi, qui pourrait même être à Oraison par exemple, et qui pourrait du coup avoir un accompagnement vers une formation par exemple. Et quelquefois, c'est 15 à 20 heures quand on parle, c'est le fait de savoir rédiger un CV, de se préparer à l'entretien. Il existe aujourd'hui dans notre département, il y a des représentants du monde économique, des besoins en matière de travail. Des besoins sur lesquels on ne cherche pas des formations de très haut niveau, mais une petite formation peut permettre de trouver un emploi. Des CDI ouverts, il y en a dans notre département. Je ne fais pas un déplacement dans le département et au-delà, j'ai fait un tour de France comme président, sans constater et sans rencontrer des chefs d'entreprise qui me disent « moi j'ai 4 emplois, j'en ai 3, j'en ai 10 ». Le monde agricole, par exemple, est dans notre département très demandeur, mais pas seulement, et peut-être certains les évoqueront ici. Et donc là aussi, sortons de ce débat stérile de savoir si ce serait de droite ou si ce serait de gauche, mais assumons de donner un accompagnement et les clés de l'émancipation par l'emploi à chaque personne qui se retrouve en situation de percevoir le RSA. Mais assumons aussi une société qui est faite de droits et de devoirs. Parce que moi je trouve un peu insupportable cette idée et ce discours ambiant où de toute façon nous n'aurions que des droits et jamais de devoirs, jamais de responsabilité individuelle. Le vivre ensemble, c'est celui d'assumer aussi ce que nous sommes dans notre engagement collectif. Et c'est d'être la petite part d'une réussite collective. Donc là aussi, assumons cette responsabilité. Mais en parallèle, améliorons la situation. La mesure de solidarité à la source, qui va concerner 20 millions de Français. Aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui ne bénéficient pas des aides que l'on peut mobiliser pour les accompagner. Faisons-le. Assumons aussi l'évolution sociétale que nous connaissons. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être marié, d'être en contrat ensemble pour vivre ensemble. Une des propositions que nous portons dans le projet, c'est la possibilité que tous les couples vivant ensemble puissent bénéficier d'une fiscalité partagée. Assumons de protéger aussi le monde économique, mais de demander au monde économique des efforts. Et c'est la proposition du partage des profits obligatoires que nous portons dans ce projet. Toute entreprise qui distribue des dividendes doit se questionner et proposer aussi le partage de la valeur produite à la fois par l'entreprise, par le chef d'entreprise, mais aussi par les salariés. Et donc s'il y a partage de dividendes, il faut qu'il y ait partage du profit au sein des différents acteurs.
Et puis, faisons en sorte que nous devions plus encore accompagner les plus fragiles, les mères isolées en particulier, prendre en compte ces réalités, ne jamais se satisfaire de droits théoriques, formels, en négligeant les droits réels. Je pense à la garde d'enfants, par exemple, qui sont des sujets sur lesquels le fait de créer un droit opposable à la garde d'enfants, c'est un sujet qui nous permet cette émancipation. Parce que ce sont toujours les femmes qui sont victimes de cela. Ce sont toujours les femmes qui sont obligées de rester à la maison parce qu'il y a des enfants en bas âge. Eh bien, nous faisons le choix d'améliorer et d'élargir fortement et d'en faire un droit opposable le droit à la garde d'enfants, mais aussi d'augmenter de 50% l'allocation de soutien familial. Je ne vais pas évoquer toutes les mesures du projet, d'autres interviendront ensuite. Je vais juste vous dire que ce que nous voulons dans cette campagne présidentielle que nous devons porter, faire, c'est au fond toujours aller plus loin dans la conquête des droits réels. Au fond, ne jamais se satisfaire de grands principes théoriques qui font plaisir. J'ai appartenu à un parti politique très militant, très organisé, dans lequel les grands principes permettaient de meubler une discussion d'1 heure et demie sans aucune difficulté. Mais au fond, de ne jamais se préoccuper de savoir si, opérationnellement, concrètement, ça permettait d'avancer. Et j'ai combattu des partis politiques qui avaient à peu près la même non-efficience. Le résultat, c'est la défiance qui existe vis-à-vis de la parole politique. Les Français sont intéressés par la campagne et la vie politique, mais ils n'ont plus confiance en nous, parce qu'ils se disent à quoi ça sert. Il y a des mesures simples, comme par exemple la prise en charge totale des prothèses auditives, des prothèses dentaires et des lunettes pour chacun des Français. 10 millions de personnes en ont bénéficié pour les prothèses auditives. Non, 10 millions pour les prothèses, pour les lunettes. Prothèses auditives, c'est beaucoup. Ça fait un coup de feu pour la société. Là, on voit, se dit, je vais investir, je change de métier. Et donc, du coup, c'est aussi des mesures qui sont fortes, parce que ce sont des droits réels, et elles sont indispensables, et nous devons les porter. Alors, quelques mots de campagne. Quelques mots pour vous dire, comme Benoît l'a dit, que rien n'est fait. Je fais partie des gens qui sont d'un naturel, ceux qui me connaissent, inquiets. Il y a même ici d'anciens collaborateurs parlementaires qui se souviennent que tant qu'on n'a pas compté le dernier 100, en imaginant qu'il fasse 100% contre vous, on n'a pas gagné une élection. Et donc je suis toujours d'un naturel inquiet, mais je suis inquiet. Je suis inquiet du niveau de cette campagne électorale depuis le mois de septembre. Je suis inquiet de l'abaissement politique et de la ligne politique où on cherche des adversaires permanents à dénoncer. Je suis inquiet de voir certains se baigner dans une espèce de nostalgie d'une société imaginaire qui au fond n'a jamais existé, d'une société en noir et blanc. Quand Éric Zemmour nous vante les mérites des années 60, c'était formidable les années 60. C'est la grande époque où les maris étaient tellement généreux que par exemple ils devaient autoriser leurs femmes à ouvrir des comptes en banque. C'était pour éviter qu'elles soient trop dépensières et qu'elles soient confrontées à des difficultés, certainement. Mais c'était ça, l'époque rêvée dont Éric Zemmour veut nous parler. Et on pourrait prendre d'autres exemples, notamment sur un rapport assez étrange qu'il a sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais au fond, je suis aussi inquiet de voir un mal rampant, caché. Et je pense à Marine Le Pen. Ceux qui me connaissent savent combien le combat contre Marine Le Pen, contre Jean-Marie Le Pen, contre les idées de l'extrême droite est au cœur de ce que je suis, de mon engagement. Savent ce qui s'est passé en 2015 quand j'ai fait le choix, contre l'avis de beaucoup de mes petits camarades, de retirer ma liste pour faire en sorte que Christian Estrosi puisse gagner cette région et que Marion Maréchal Le Pen ne soit pas présidente de ma région. Et s'il y a bien un choix que je ne regretterai jamais dans ma vie politique, c'est bien celui-là. Je vous dis, voir aujourd'hui Marine Le Pen se parer des vertus de la banalité, se prendre pour une mauvaise Harry Potter. Il avait une cape d'invisibilité, Harry Potter. Elle a inventé la cape de banalité. Et donc elle débite toute une série de banalités, disant il n'y a pas de difficulté, vous me rien, je peux avancer. Au fond, elle se permet d'être la représentation parfaite de la publicité mensongère. On peut compter sur elle pour tout promettre. La baisse des impôts, la baisse des charges, la baisse des taxes sur le carburant, l'augmentation des salaires, la baisse des impôts, je l'ai dit, mais surtout par contre qu'on ne touche pas la recette à la retraite. Tout ça est faux, tout ça est mensonger. Et pourtant, cette petite musique, on l'entend, elle se répand, elle est là. Je vous le dis, rien n'est fait. Et la campagne électorale, il faut la mener encore pendant 2 semaines. C'est demain 2 semaines. Je suis sûr que, comme moi, vous êtes tous surpris de se dire, ah oui, c'est tard, c'est dans 2 semaines. Mais oui, c'est dans 2 semaines. Et pourtant, rien n'est fait. Et nous avons besoin
de quelqu'un qui soit audacieux pour notre pays. Et s'il y a bien une qualité qu'on peut reconnaître à Emmanuel Macron, c'est l'audace. C'est la force de l'audace. La force d'être aujourd'hui dans cette situation un peu paradoxale, c'est-à-dire certainement être le plus jeune des candidats et pourtant le plus expérimenté. Les mots de Daniel Spadiou, par exemple, pour ceux qui connaissent son parcours et qui savent son attachement gaulliste à la France, résonnent dans cela. Et nous avons besoin, oui, d'avoir un président qui porte l'audace. L'audace d'avoir nommé Édouard Philippe puis Jean Castex au gouvernement. Pour Roselyne, c'était une évidence, c'était plus facile. Mais pour eux deux, c'était quand même une certaine forme d'audace. L'audace de faire monter à l'Assemblée nationale, il y a des parlementaires ici, une nouvelle génération qui n'avait pas l'expérience des bons vieux barons dont j'étais rompu à la vie politique. L'audace de faire monter la parité dans notre groupe à l'Assemblée nationale avec autant de femmes que d'hommes. L'audace d'oser. Et c'est cela à quoi nous devons réfléchir. C'est cela sur quoi nous devons nous mobiliser dans les 2 semaines qui viennent et les 2 semaines qui suivront, s'il est qualifié, vous comprendrez que je pense que c'est une formule de style, au second tour. C'est pendant ces 15 jours et ce mois que nous devons porter cette ambition, que nous devons contrer toutes les attaques, que nous devons dénoncer toutes l'ironie, même quand elles sont cachées chez certains candidats, que nous devons au fond préparer l'avenir. Et je vous le dis pour conclure, ne laissez personne expliquer que nous serions dans une campagne escamotée, et escamotée parce qu'Emmanuel Macron aurait voulu l'escamoter. Quelle indignité quand on sait ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Quelle indignité quand on voit ces femmes, ces hommes, ces enfants mourir. Roselyne, moi, le président de la République, au moins une fois par semaine, il m'arrive d'échanger avec lui régulièrement. Je peux vous dire combien, pour le président de la République, son attention est totalement tournée vers la nécessité de tout faire pour obtenir un cessez-le-feu. Et tout le temps qu'il libère, il le consacre à la campagne électorale. Ceux qui connaissent Emmanuel Macron, comment peuvent-ils penser qu'Emmanuel Macron voudrait esquiver la campagne électorale? Je peux vous dire que ça le fait râler quand même plutôt de ne pas pouvoir être présent, s'engager, faire le tour du terrain. Il aime ça, il aime le débat, il aime la confrontation, ne laisser personne, là aussi, masquer leur propre incompétence, leur propre échec déjà assumé dans cette campagne, en expliquant qu'il y aurait une forme d'illégitimité à l'élection possible d'Emmanuel Macron. C'est juste insupportable et c'est indigne, notamment contre les ministres. Mais ça dit 15 jours pour convaincre d'aller voter. C'est essentiel. 15 jours pour convaincre de voter pour Emmanuel Macron et à travers Emmanuel Macron, convaincre pour voter pour le dépassement politique. Convaincre pour s'engager, pour qu'on continue à agir en ayant des approches les plus efficaces, les plus pragmatiques. Convaincre pour changer aussi notre méthode d'appréhender le pouvoir et la participation citoyenne devrait être au cœur de ce prochain quinquennat. Convaincre que nous allons jouer dans les 5 ans qui viennent la préparation de la France pour les 30 ans qui viennent. C'est cela l'enjeu. Et nous pourrions l'évoquer sur 1000 sujets, notamment celui de la souveraineté climatique, la souveraineté énergétique. Mais nous devons convaincre, parce qu'au fond, les mouvements du temps, les mouvements d'humeur, l'augmentation du prix de l'essence à la pompe, malgré les 15 centimes de baisse qui vont venir dans 10 jours, tous ces mouvements-là peuvent être des mouvements qui nous tirent vers le fond. Mais je suis intimement convaincu qu'entre les magiciens d'opérette, les bonimenteurs de campagne électorale et Emmanuel Macron, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui est capable de faire en sorte que les 5 prochaines années soient des années où la France se redresse, se rehausse, où la France pèse dans le concert européen et garantisse cette souveraineté de reconquête dont nous avons besoin. Et vous avez, sur tous ces sujets, un rôle clé à jouer. Vous avez, comme citoyen, comme militant, comme non-militant, la possibilité de parler à 4, 5, 10 personnes. 10 personnes que vous allez convaincre. Je compte sur vous. Merci. Merci, bonsoir. Donc, je suis Georges Pereira, je suis conseiller municipal à Digne-les-Bains et vice-président de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
Mais le témoignage que je vais apporter, qu'on m'a demandé d'apporter ce soir, c'est en tant que directeur d'école primaire, puisque j'exerce donc la fonction d'enseignant. Je voudrais juste, avant d'entamer mon propos, de revenir sur ce qu'a dit Christophe par rapport au Front National. Quand on s'était rencontrés il y a 5 ans, tu avais dit que l'un des critères de réussite du gouvernement, de cette majorité présidentielle, et de l'action d'Emmanuel Macron, ça serait justement de voir 5 ans après où en serait le Front National. Donc c'est vrai que là, dans 15 jours, on mesurera un petit peu ce qui a pu être fait et si tout ce que vous avez entrepris, finalement, a fait changer d'avis les Français. Des fois, je suis optimiste et des fois, j'ai quand même un petit peu de l'inquiétude. Donc, on verra bien. Donc ce témoignage, il est d'un directeur d'une petite école primaire de 4 classes dans les Alpes d'Haute-Provence. Ce n'est pas forcément la réalité commune sur l'ensemble du territoire français, puisqu'on est quand même ici dans un département, on va dire, plutôt privilégié. En tout cas, voilà ce que moi je pense, le ressenti que j'ai aujourd'hui en termes d'éducation nationale. Et la première chose que je voulais dire, c'est que durant ces 5 ans passés, l'école publique n'a pas été privatisée. Ce que nous annonçaient certains syndicats, certains opposants politiques, n'a pas eu lieu. On nous annonçait le massacre de l'éducation nationale, ça n'a pas été le cas. Moi je me rappelle qu'en tant que directeur d'école, j'ai reçu dans la boîte aux lettres académique des mises en garde avec ce nouveau ministre, donc avant qu'il soit en place, Jean-Michel Blanquer. Tous les enseignants étaient déjà un petit peu informés du mal qu'il allait faire à l'éducation nationale, donc je tiens à témoigner que toutes ces inquiétudes n'ont pas eu lieu et on est loin de ça. Ce que je retiendrai, moi, de ces 5 ans passés, c'est tout d'abord une ouverture plus large de l'accueil à l'école, puisque l'obligation scolaire maintenant est à 3 ans, alors qu'elle était à l'âge de 6 ans. Donc ce qui signifie qu'on a des dizaines de milliers d'enfants qui, dès l'âge de 3 ans, sont allés dans l'école et dans ce beau service public. Et ça, c'est important. Ensuite, le dédoublement des classes aussi est quelque chose qui est très très important. Quand on parle d'éducation, quand on parle de transmission de savoir, c'est vrai que le nombre d'enfants, le nombre de personnes, parce que c'est valable aussi pour la formation adulte, que l'on a en face de soi, le nombre est quelque chose d'incontournable, c'est très très important. Alors quand on est dans des réseaux d'éducation prioritaire, que l'on a 25 élèves en CP, en CE1, des classes où l'on apprend à lire, eh bien c'est très 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 compliqué. Et d'avoir dédoublé les classes, je crois qu'aujourd'hui on a terminé avec le dédoublement des classes, donc ça veut dire que les professeurs qui enseignent donc la lecture se retrouvent avec 10, 12 enfants face à eux. Et c'est vraiment des conditions qui sont rêvées. Beaucoup d'enseignants en ont rêvé pendant très très longtemps. Et bien aujourd'hui, c'est une réalité pour beaucoup de classes en France. Cette problématique du nombre d'enfants par classe, alors elle existe aussi dans les autres écoles, hors réseau prioritaire. Et il y a une mesure là, qui va se mettre en place qui est de limiter à 24 le nombre d'enfants hors réseau prioritaire, en grande section, en CP et en CE1. C'est qui est aussi quelque chose de très important, même si 24 élèves, ça reste, à mon sens, toujours un peu trop nombreux, mais bon, en tout cas 24 c'est bien mieux que 28 ou 30. Je tenais également à souligner l'importance des actions qui ont été mises en place en termes d'inclusion scolaire, notamment envers ce personnel dont vous entendez certainement parler, les AESH, les accompagnants, parce qu'il peut y avoir des hommes aussi, éducatifs de la vie scolaire pour les enfants handicapés. Ces AESH ont vu leur statut amélioré. Il y a une valorisation qui était attendue depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il y a une sécurisation aussi de l'emploi qui a été mise en place. Et ça, c'est très très important parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui présentent des difficultés. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux relèvent du dispositif
dispositif AESH. Et c'est très très important qu'on donne des moyens à l'éducation nationale pour que ces enfants soient accueillis dans les meilleures conditions. Ensuite, alors en tant que directeur, bon, j'ai apprécié le passage dans la loi du statut de directeur. Alors finalement, ça a été en fait le passage dans la loi de dispositions qui existaient déjà, qui avaient été mises en place en interne. Et c'est des choses très très importantes, notamment dans les décharges de direction de classe, dans la formation auxquelles on peut avoir accès. Ça c'est très très important. Et puis une dernière chose qui me semble importante aussi, c'est la revalorisation salariale qui a été apportée, notamment pour les jeunes enseignants en début de carrière. Ça c'est quelque chose qui est très très important parce que pour bien éduquer, et j'ai bien entendu tout à l'heure au début Serge parlait de préparer l'avenir, et on ne prépare pas, enfin, l'endroit où on prépare l'avenir, ça reste quand même l'éducation nationale. Et d'avoir valorisé les salaires de ces jeunes enseignants, c'est quelque chose qui a été très très bien perçu. Alors c'est tous ces efforts qui ont été faits donc pour l'école primaire, en fait ça s'inscrit dans un champ beaucoup plus vaste de l'éducation nationale, puisque le secondaire a également bénéficié de certaines avancées. Je pense notamment au programme des devoirs faits au collège. Donc aujourd'hui, il y a des collégiens qui peuvent bénéficier d'une aide aux devoirs. Donc ça, c'est important. Ça se poursuit à l'université également, puisqu'il y a eu des choses qui ont été mises en place au niveau de l'université. Je ne citerai que Parcoursup, qui a été quand même, je pense, une révolution pour apporter plus d'équité dans l'orientation des enfants. Et l'éducation nationale s'inscrit aussi dans une éducation beaucoup plus large, dans un terme au sens beaucoup plus large. Et je citerai le pass culture, le pass sport qui a été mis en place. Je citerai le dispositif service civique, qui est aussi quelque chose de très important, qui est monté en puissance, et également le service national universel, qui est quelque chose aussi de très important. Voilà, donc beaucoup de choses restent à faire dans l'éducation nationale. C'est pour ça que j'ai lu dans le programme de notre candidat que c'était le chantier de l'école, si je ne me trompe pas. Donc ce chantier, il a été ouvert, il a été bien entamé, il va se poursuivre parce que l'éducation nationale, c'est quand même une structure un peu complexe. Et des fois, comme tu disais Christophe, il y a des choses qui semblent évidentes, mais qui en interne le sont beaucoup moins. Mettre en place certaines réformes, c'est compliqué. Et dans ce qui sera proposé au niveau de l'école, j'ai retenu trois choses qui me semblent importantes. Donc c'est la revalorisation du salaire des enseignants, puisqu'on dit souvent que les enseignants français sont assez mal payés dans l'échelle européenne. Donc tant mieux s'il y a une revalorisation salariale qui est faite à ce niveau-là. C'est aussi la liberté qui pourrait être donnée à certains établissements d'une organisation interne un petit peu plus autonome. Donc je sais que ça va se mettre en place à Marseille notamment. Et ça, c'est vrai que ça peut être très très intéressant. Peut-être arriver à choisir une partie du personnel en interne, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis enfin, pour terminer, le remplacement des enseignants qui sont absents, c'est quelque chose qui apparaît dans le programme et qui est très très important parce qu'aujourd'hui, alors moi je vous le dis clairement comme je le pense, on vit un véritable fléau en termes d'absence des enseignants. Voilà, alors c'est vrai que le Covid, la crise a quand même exacerbé un petit peu ça, mais on vit des moments difficiles dans l'éducation nationale parce que des fois les enfants n'ont pas classe, des fois les écoles sont fermées pendant plusieurs semaines, et ça c'est complètement intolérable quand on parle des services publics, et en tout cas tant mieux si des efforts sont faits pour les enseignants absents. Ça a déjà été fait puisque les vacataires ont été recrutés en nombre. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, et je vous remercie de votre attention. Merci Georges. Alors, je voudrais accueillir Michel qui va aussi nous faire un témoignage. Michel, qui est mon homologue Ça va continuer longtemps. Bonsoir à tous, merci de me donner la parole. Alors moi je voudrais apporter, alors je
Michel Malibet. Vous avez compris, je suis la référente de La République En Marche pour le Vaucluse, donc je n'avance pas masquée, et je suis aussi élue. Et oui, il y a des élus de terrain à La République En Marche. Donc moi, je souhaitais témoigner sur l'égalité homme-femme. Comme vous le savez tous, le président de la République a fait de l'égalité homme-femme la grande cause de son quinquennat. Imaginez qu'il y a 20 ans, il n'y avait que 11% de femmes à l'Assemblée nationale. Depuis 2017, il y en a 39%. Et je ferai remarquer que dans le groupe de La République En Marche, la parité est presque atteinte. C'est de l'ordre de 49%, Christophe, je ne me trompe pas. Je peux même ajouter que 50% des commissions permanentes à l'Assemblée nationale sont présidées par des femmes. Ça aussi, c'est une avancée majeure. Je voudrais aussi dire un mot sur notre mouvement, La République En Marche. La parité, c'est la règle. C'est la règle. La parité est obligatoire dans toutes les instances, que ce soit au Burex, au Conseil national, et chaque comité de La République En Marche est animé par un animateur, mais aussi une animatrice. C'est une obligation et nous en sommes très fiers. Alors, beaucoup de choses ont été faites aussi au niveau des entreprises. Alors, comme nous sommes chez Christophe Castaner, je vais citer la loi Brexin-Castaner qui va obliger les entreprises de plus de 1000 employés d'avoir au moins un quota de 30% de femmes cadres, dirigeantes, à l'aune de 2027, et ce sera 40% à l'aune de 2030, si je ne me trompe pas. En effet, jusqu'à présent, 85% des cadres dirigeants des grandes entreprises sont des hommes. Donc ça, c'est une inégalité, et pour crever ce plafond de verre, nous sommes bien obligés d'en passer par des quotas. Doit-on s'en satisfaire? Non. Et on espère que dans un avenir très proche, on puisse s'extraire de ces quotas, et que les choses se fassent tout à fait naturellement. Il y a aussi, depuis 2018, chaque entreprise de plus de 50 salariés doit calculer et publier un index d'égalité professionnelle. Donc cet index sert à calculer si les hommes et les femmes sont à égalité au niveau des salaires, mais aussi au niveau des postes. Et à terme, c'est ce qu'on ne souhaite pas, les entreprises les moins vertueuses seront sanctionnées. Mais c'est vraiment pas le but de cette loi, le but étant toujours de créer un cercle vertueux. Alors, l'égalité des hommes et des femmes passe évidemment aussi par l'égalité au sein des ménages. C'est pourquoi le congé parental de paternité est passé de 14 à 28 jours. Et ça, c'est une avancée majeure parce que ça permet bien sûr un partage des tâches domestiques, mais aussi ça permet aussi aux hommes de s'investir plus dans l'éducation des enfants. Et je pense que c'est une avancée majeure. Et à noter aussi, pour que toutes les femmes aient le même congé paternité, depuis je ne sais plus depuis combien de temps, mais les agricultrices et les femmes indépendantes, qui ont des professions indépendantes, ont droit au même congé paternité, ce qui n'était pas le cas que les salariés, ce qui n'était pas le cas avant. Et pour finir, un effort particulier a été fait pour les familles monoparentales. Quand il y a des séparations, en général, ce sont les femmes qui en subissent le plus les conséquences. Et donc, il y a un service public des pensions alimentaires qui a été mis en place. Là, en 2022, à peu près 230 000 familles monoparentales devraient en bénéficier, qui permet de pallier aux pensions alimentaires impayées. Donc je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, il y a d'autres mesures, mais je voudrais quand même citer la loi sur l'IVG qui a été votée, qui a été portée par Christophe, qui a été votée en mars dernier, l'allongement du droit légal de l'IVG, celui qui est passé de 12 à 14 semaines, et aussi peut-être le fait que les jeunes femmes
ont un accès gratuit à la contraception, parce que oui, la pilule, ça coûte cher. Notre président candidat, Emmanuel Macron, ça fait plaisir de citer son nom, donc je dis Emmanuel Macron, a dit que s'il était réélu, il ferait de nouveau de l'égalité homme-femme la grande cause de son prochain quinquennat. Alors, je pense que nous allons dans le bon sens. Alors, continuons à marcher ensemble sur ce chemin de l'égalité pour une société plus juste, plus inclusive et humaniste. Je vous remercie de m'avoir écouté. On a avec nous un conseiller régional, Alain Gargani. Merci. Alors oui, je suis conseiller régional et surtout entrepreneur engagé pour l'économie. Et je vais directement à la conclusion. Je vais m'adresser à Madame la Ministre, à Monsieur le Ministre. Merci d'avoir sauvé l'économie. Alors, vous savez, les entrepreneurs ont pris plusieurs tsunamis. On a eu les gilets jaunes, on a la Covid, maintenant on a l'Ukraine. Et si nous n'avions pas un gouvernement aussi efficace, rapide, à l'écoute, bienveillant, je ne serais pas là. Moi, je suis dans l'événementiel. Et Roselyne va s'en rappeler, en 2003, nous avons organisé le G7 Environnement à Angers et à Paris, ensemble. Et si le gouvernement n'avait pas mis toutes les aides pour accompagner les entrepreneurs, et dans la salle, j'ai le plaisir aussi de reconnaître des présidents d'organisations patronales très engagés, avec André, Didier. Si le gouvernement n'avait pas mis le fonds de solidarité qui a accompagné les entreprises dès le premier instant de l'arrêt brutal de la Covid, si nous n'avions pas eu le PGE, le prêt garanti par l'État, 800 000 entreprises ne seraient plus ici. Mais le plus important, c'est le chômage partiel. Parce que le chômage partiel, il a sauvé les emplois, vos emplois, nos emplois. Et toute cette combinaison aujourd'hui fait que l'économie, elle est encore là, elle est debout, devant vous. Et merci pour ça. Je pourrais dire aussi que vous avez respecté aussi votre engagement de baisser les charges des entreprises tout au long du mandat, et notamment, on pourrait parler de l'impôt sur les sociétés qui est passé de 33% à 25%, alors que ça faisait 20 ans qu'on nous le promettait, vous l'avez fait, bravo encore. Je pourrais éclairer bien sûr l'ensemble du programme qui est proposé par le candidat Emmanuel Macron sur l'économie, mais je vais prendre que quelques points pour l'illustrer. Le premier, c'est que dans nos petites entreprises, on a des salariés qui sont engagés, qui sont à côté tous les jours, et on veut régulièrement les récompenser. Les récompenser, c'est leur donner une prime. Mais jusqu'alors, quand on donnait 100 €, ça nous coûtait 200 €. Emmanuel Macron et son équipe est arrivé, et ils ont inventé la prime Macron. Elle est comme ça, dans le texte. Et la prime Macron, c'est permettre de donner 1 000 € aux salariés et exonérer de charges. Et bien là, dans le programme, vous pouvez le lire, elle passe de 1 000 à 3 000 €. C'est le 13e mois sans charge, et ça, c'est une victoire. Alors et après, il y avait sur d'autres abaissements de charges, mais c'est technique, c'est la CVAE qui est supprimée pour les entreprises. Donc là, les responsables patronaux, ils sont heureux, je vois leur sourire. Donc ça, c'est formidable, c'est quelques milliers d'euros pour les petites entreprises, chaque année supprimée directement. C'est un peu comme la taxe d'habitation pour les entreprises, ça a été supprimé. Encore bravo. Vous les applaudir encore. Et moi, c'est pas le... Et pourtant, on dit que c'est un sujet qui est controversé. Il y a quelques années, avec l'organisation patronale, on a organisé une rencontre avec des BRSA. C'est les bénéficiaires du RSA. Nous avions ce jour-là 300 offres d'emploi. 300 offres d'emploi. Il y avait 4000 BRSA qui sont venus nous rencontrer. Vous savez combien de CDI au bout, après 2-3 mois?
5. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'étaient pas préparés. Parce qu'ils n'avaient pas eu la chance de revenir dans une voie de l'activité, de la formation. Eh bien, le fait de donner une obligation au BRSA d'avoir cette possibilité de faire ces formations permettra de répondre aux besoins des entreprises. Et sachez que dans la région, nous avons à l'instant 100 000 emplois à pourvoir. Donc il est clair que cette mesure-là, elle va accélérer le plein emploi. Je pourrais parler encore des heures d'économie, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour soutenir un candidat. Et le monde économique, le monde des salariés, unanimement doivent s'allier derrière la bannière d'Emmanuel Macron, qui a été le seul dans cette tempête à tenir le cap. Il y a eu plusieurs tsunamis qu'il a affrontés, mais c'est le seul à tenir le cap, et c'est le seul qui sera en capacité, on va couper le micro, je parle trop, qui sera le seul en capacité de continuer à faire grandir la France, et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous solidaires, engagés derrière Emmanuel Macron, qui sera notre prochain président. Merci. Merci pour ton énergie et ta passion. On parle d'énergie et de passion, je pense qu'Ambroise peut nous rejoindre. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir, Christophe, quel plaisir, depuis le temps que je le connais, depuis 2016, depuis le temps qu'il me parle de ce département. Moi qui ai vécu en Ardèche, qui ai grandi à Die, pas très loin d'ici finalement, je n'avais jamais eu la chance d'y mettre les pieds. Et il a fallu qu'on attende 5 ans. Alors, autant vous dire qu'on a tout de suite envie d'avoir 5 ans de plus pour pouvoir revenir plus souvent. Alors évidemment, ce soir, je suis venu vous parler de jeunesse. Je suis venu vous dire que la jeunesse, c'est l'âme d'un pays. C'est aussi l'ambition qui a été portée par Emmanuel Macron dès son lancement en politique. Il avait un message qu'il continue de marteler inlassablement, la lutte pour l'égalité des chances, pour l'émancipation, contre les inégalités, non pas une fois qu'elles ont eu lieu, mais avant qu'elles se produisent, à la racine. Et ce combat-là, c'est la philosophie que nous portons. Et Christophe, tu parlais tout à l'heure de dépassement, et je crois que tu le disais aussi, Benoît, il y a ce travail-là, chez nous, que nous avons fait, qui est un travail de dire que ce dépassement politique, l'égalité des chances, c'en est l'incarnation. Parce qu'il y a des mesures qui seraient des mesures de droite, d'autres qui seraient des mesures de gauche, mais tout concourt à un objectif, permettre à chaque jeune de ce pays de réussir sa vie. Et c'est ce que nous avons fait dans ce quinquennat. Parce que oui, je veux revenir un peu sur le bilan, sur la jeunesse. Nous avons un bilan qui est concret, palpable. On parlait à l'instant d'emploi, on parlait à l'instant de réussite économique. Qu'avons-nous fait pour l'emploi des jeunes dans ce pays? Je vous donne un chiffre. Le taux de chômage le plus bas depuis 1980. Voilà, ça c'est du concret. Et comment est-ce que nous avons fait ça? Christophe en parlait tout à l'heure. Nous avons revalorisé l'apprentissage. On est passé effectivement de 290 000 à 700 000 apprentis. Nous avons également encouragé l'emploi des jeunes après la crise sanitaire avec le plan Un jeune, une solution. C'est 9 milliards d'euros qui ont été investis pour permettre à nos jeunes de trouver un emploi. C'est un investissement pour l'avenir parce que plus il y a de jeunes insérés dans le marché du travail, moins nous avons de dépenses de prestations sociales, plus il y a de personnes qui sont capables de s'émanciper et plus la société va mieux. Et d'ailleurs, ce taux de chômage des jeunes, il suit la courbe du taux de chômage naturel qui est celui de toute la population. Quand vous regardez là aussi les résultats, vous vous rendez compte que nous avons fait un travail qui est absolument fantastique sur la question de l'emploi. Et à tous ceux qui nous donnent aujourd'hui des leçons, écoutez-les quand même. Écoutez-les parce que ils nous disent qu'ils trouvent plein de défauts dans ce pays. On nous parle maintenant de balance commerciale. C'est nouveau parce qu'en fait, on ne sait plus quoi dire. Comme on ne peut plus parler de chômage, comme on ne peut plus parler d'un faible niveau de croissance, comme on ne peut plus parler de tout un tas de sujets, on est allé chercher le chiffre que personne n'utilise jamais en politique, simplement pour critiquer. Mais est-ce que ça leur fait mal de reconnaître un seul instant, et notamment à droite, que nous avons réussi dans ce pays à baisser le chômage et le chômage des jeunes? Il n'y a pas uniquement la question du chômage et de la jeunesse, sur la jeunesse, il y a aussi la question de ce que nous avons fait pour les jeunes, de ce que nous avons permis sur la question de l'émancipation. Ça a été très justement rappelé tout à l'heure, le dédoublement des classes,
plus de 300 000 élèves chaque année qui en bénéficient. C'est une mesure de justice sociale que la gauche n'a jamais pu mettre en place. Et puis, j'ai envie de rendre hommage à Madame la Ministre, parce que nous avons, dans ce quinquennat, mis en place une mesure qui est absolument fondamentale, parce que l'inégalité d'accès à la culture, c'est une des inégalités qui, face à la société, face au monde dans lequel on vit, est une des plus cruelles. Parce que nous avons aussi dans ce pays un dérèglement, une forme d'injustice sur l'accès à la culture en fonction de là où on vient. Je viens d'Ardèche, j'ai grandi en Ardèche, je vois bien aujourd'hui en vivant à Paris que l'offre culturelle est différente à Paris de ce qu'elle est en Ardèche. Et le fait d'avoir instauré ce que nous appelons le pass culture, le fait de permettre à chaque jeune qui a 18 ans de bénéficier de 300 € d'accès à la culture, pour qu'il puisse s'émanciper, pour qu'il puisse découvrir une offre culturelle, c'est une mesure d'émancipation et d'égalité des chances. Et plus que ça, et je vous remercie Madame la Ministre, chère Roselyne, parce que vous avez repris une des propositions que nous portions, le fait d'amener ce pass culture au lycée et bientôt au collège, puisque c'est ce que nous proposons dans le programme, c'est l'assurance de s'attaquer à la racine à cette inégalité d'accès à la culture. C'est une politique sociale inédite, c'est une politique dont nous pouvons être fiers. Merci Madame la Ministre. Je pourrais vous parler de bien d'autres sujets. On a évoqué, tu l'as dit Michel, le droit d'égalité femmes-hommes, la contraception gratuite pour les femmes de moins de 25 ans. On peut parler des protections menstruelles qui sont mises à disposition dans les universités pour les jeunes femmes. Il y a tout un tas de mesures qui sont extrêmement puissantes. Mais ce que je veux aussi vous dire ce soir, c'est que le travail n'est pas fini. Parce qu'il y a des chantiers que nous avons identifiés dans cette campagne présidentielle, parce que nous avons fait ce travail que nous faisons, nous, dans cette majorité, qui est un peu paradoxal, c'est qu'on va demander aux gens qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce qu'on a fait. On a pris ce temps-là, et d'ailleurs je vous en remercie parce que j'imagine que vous êtes nombreux à aller frapper aux portes, et à demander aux Français qu'est-ce qui ne vous a pas plu pendant ce quinquennat, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre pays. Et donc nous avons trouvé des réponses à cette question courageuse, hein, parce que imaginez un seul instant en militant du Front National aller dire qu'est-ce que Marine Le Pen a raté, qu'est-ce que vous trouvez de négatif chez Marine Le Pen. Rien que de le dire, ça paraît incongru. Nous sommes capables d'aller demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont trouvé de négatif chez Emmanuel Macron. Eh bien, on a trouvé quelques réponses quand même, et on en a trouvé une qui nous tient à cœur quand on parle de jeunesse, c'est la question de l'orientation. Et on a parlé d'école tout à l'heure, l'orientation, qui fait qu'aujourd'hui dans notre pays, on a une capacité incroyable à envoyer des jeunes dans des filières généralistes parce qu'on leur dit que vous avez des bonnes notes, alors c'est le bon endroit où aller. Et puis on se retrouve avec un taux d'échec en première année en droit qui est absolument stupéfiant. On se retrouve avec un nombre d'étudiants en sociologie qui est supérieur à l'ensemble du nombre d'étudiants en sociologie qu'on a dans toute l'Europe. Je dirais des étudiants en sociologie, mais prouvez-moi qu'il y a plus de débouchés en France en sociologie que dans tout le reste de l'Europe. J'attends encore qu'on nous donne les chiffres. Et donc nous avons ce travail-là à faire. Et l'annonce qui a été faite par le président de la République, cette mesure, cette proposition qui est, je pense, fondamentale, de consacrer une demi-journée par semaine à l'orientation, à la formation, à des métiers nouveaux, à la découverte du monde de l'entreprise, avec, oui, le fait d'assumer que le monde de l'entreprise puisse rentrer dans la vie des jeunes pour qu'ils puissent découvrir la réalité du travail. Moi, j'aurais adoré que mon beau-père, qui est ouvrier, qui bosse à Valence, puisse venir nous faire découvrir au collège ce qu'il faisait au quotidien, aussi pour qu'on voit la réalité de ce qu'est le travail ouvrier dans ce pays, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Et tout ça, c'est une mesure, je pense que cette mesure, c'est une mesure qui va nous permettre demain de continuer à lutter contre le chômage des jeunes, notamment, parce qu'on a beau avoir le meilleur résultat, 15,9%, on est encore loin du plein emploi, et on a encore du travail. Voilà pourquoi je voulais vous parler ce soir d'orientation. Et puis, il y a encore une mesure que j'ai envie d'aborder avec vous. On a parlé de SNU tout à l'heure, et cette mesure, je pense qu'elle parlera à tous les jeunes que vous connaissez ici dans ce département, et dans tous ceux qui vivent dans des départements ruraux. Le service national universel, vous savez, c'est 15 jours d'engagement en collectivité, en groupe, et puis ensuite 15 jours d'engagement, parfois ça peut être auprès des pompiers, ça peut être dans une entreprise, et au total c'est 1 mois. Et donc ça c'est la mesure que nous avons proposée, il y en a 20 000 qui vont faire ce service national universel cette année. Notre idée c'est de le généraliser. Mais le président de la République a annoncé quelque chose, notre candidat a annoncé quelque chose, c'est que pour tous les jeunes qui feraient l'intégralité de ce service national universel, c'est-à-dire 15 jours plus 15 jours, il financerait non seulement le code et le permis, et qu'il leur permettrait justement de sortir de ce service national universel avec un permis. Et je peux vous dire, et je pense que vous êtes nombreux à le savoir, que quand on vit dans des départements comme les nôtres, parce que je pense que vos routes n'ont rien envié aux miennes en Ardèche, eh bien, le financement du permis de conduire pour des jeunes de 18 ans, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. C'est un facteur d'émancipation, et là aussi, c'est une barrière à l'égalité des chances qui sera levée grâce à Emmanuel Macron.
vais pas être plus long parce que je sais qu'il y a d'autres intervenants, mais je voulais moi aussi vous raconter une petite anecdote, mais qui est, je crois, partagée par certains d'entre vous. J'ai pas eu la chance d'assister à cette scène, mais je l'avais regardée de loin, elle m'avait fait sourire. Quand Christophe, tu as pris la tête de notre mouvement, je crois en décembre 2017, c'était à Lyon, très bon choix de ville par ailleurs. Et quand tu as pris la tête de notre mouvement, les gens qui avaient organisé ce grand raout, ce Conseil national de la République en marche, avaient eu une idée un peu saugrenue, j'ai trouvé, qui était de choisir une musique particulière pour l'entrée de scène. Cette musique, vous allez comprendre pourquoi elle a un sens aujourd'hui, parce qu'ils avaient choisi pour l'entrée de scène de Christophe Castaner une musique de Rihanna, qui s'appelait Don't Stop the Music. Et bien j'ai envie de vous dire que quand on voit ce qu'on a fait, quand on voit ce qu'on a encore à faire, on n'a pas envie que la musique s'arrête, alors allons-y pour 50 plus, allons-y sur le terrain de la Terre. Et ils sont partout. Merci. Oui, quand j'évoque cette compréhension de ce qu'est la ruralité, c'est quand même la première fois qu'on a un ministre à la ruralité, qui en plus a pris du galon récemment, donc Joël Giraud, qui maintenant a un grand ministère donc de la cohésion des territoires. Et je pense que cette reconnaissance de ce que nous sommes, de ce que nous représentons, nous sommes en fait, on parle demain de souveraineté alimentaire, on parle demain de souveraineté énergétique. Ça ne se fera pas sans nos territoires, ça ne se fera pas sans nos territoires ruraux. Nous sommes le grenier pour l'alimentation de demain, nous sommes le grenier pour les énergies renouvelables de demain. Donc, je remercie ce gouvernement de s'être lancé dans ces deux grands chantiers et je veux assurer à ce gouvernement que nous, sur nos territoires ruraux, nous sommes pleinement engagés pour faire vivre pour rendre possible cette souveraineté. Je ne vais pas être plus longue parce que c'est catastrophique ce soir. Il y aura des temps meilleurs. Je suis trop émue. Mais en fait, c'est pas dans laboratoire que je sers avec beaucoup d'envie et avec beaucoup d'engagement notre président. Je souhaite qu'il continue d'être notre guide et je crois que ici de nombreux maires seront là à accompagner ce beau projet qui est à venir. Je suis désolée. Merci Sandrine. Non mais on parlait tout à l'heure de dire et faire. Et tu nous as tous prouvé depuis longtemps que tu savais faire. Tant pis si tu sais pas faire, tu sais faire. Alors la personne que je vais accueillir maintenant, c'est un petit peu particulier pour moi. Parce qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, je suis élu au conseil départemental et je suis élu la reine, le seul. Mais j'ai quand même rencontré des gens avec qui on partage ces valeurs-là de faire pour le territoire. Donc, je voudrais appeler Elisabeth Jacques. En premier, il y a des rencontres dans une vie qui font la vie. Il y en a une qui est là. Il y en a qui est par là. Bon, en premier, moi je vais saluer Sandrine parce qu'on a une femme formidable, présidente des communes forestières. Vous lui passez un coup de fil et elle fait une petite ambition de votre projet majeur auquel elle agrée. Et ça,
ça n'a pas de prix. Elle voulait aussi parler de l'État. Ça n'a pas de prix aussi. On est, on a certaines mères et on a certaines femmes mères qui sont exemplaires et qui créent le lien. Sandrine, ce soir, c'était un soir où tu t'es pas exprimée, peu importe. Nous, on sait, et je t'assure, dans la salle, il n'y avait que beaucoup de monde qui savait. C'était 2000 mots, il met la pression aussi. Oui, un peu content, le gars, Madame la ministre, je vous ai rencontré une première fois et je vous ai déjà fait une déclaration d'amour. Il y a des femmes aussi qui sont exemplaires, sur lesquelles on a envie de ressembler. Et je vous remercie vraiment, parce que vous êtes un modèle pour nous et ce sera un souvenir de vous avoir ici. Et mon cher Christophe, tu sais, quand on est attaché au territoire, parce que moi je vais vous parler de ce que fait le gouvernement pour notre territoire. Parce que je suis élue, je vais me présenter et vous comprendrez pourquoi je prends cet axe-là pour venir avoir un témoignage. Merci de rendre le 04 sexy, quoi. Merci. Alors moi je suis maire de la Condamine Châtellard et je suis aussi conseillère départementale donc d'un pays alpin de l'Ubaye, donc le canton de Barcelonnette. Et du coup ce témoignage que je voulais faire, c'est le témoignage de maire, de territoire de montagne et parler avec vous de ce qu'a fait le gouvernement pour la montagne alors que nous étions à terre dans une crise sanitaire qui avait fermé nos stations. On était non pas dans l'or blanc, mais dans un marasme noir. On ne voyait pas comment on allait se relever, parce qu'on avait déjà tellement d'ambition à relever, on avait tout à réinventer. Et puis là, on se stoppe et on se sent soutenu. Et quand on se sent soutenu, c'est plus un obstacle. C'est là où on a envie d'être une nouvelle génération. Une génération, alors moi je l'appelle la génération des ambitieux, mais on va l'appeler celle des audacieux depuis ce soir. Mais voilà, d'un coup, on s'est senti moins seul. On a dit, on avait beaucoup d'attentes sur notre territoire de montagne. On devait relever la transition écologique sur nos territoires de montagne et dans nos stations de ski qui se migraient en montagne. On devait gérer le réchauffement climatique, où on allait avec la neige. C'est assez déstabilisant. On avait tout un modèle à réinventer. On devait diversifier le tourisme, et après on aura un petit focus commun avec Madame la Ministre sur comment on diversifie notre tourisme. Alors, on pouvait être seul, et puis là, on n'a pas été seul. Derrière, on a un plan. Le plan, il est magnifiquement nommé Avenir Montagne. Parfait. On est la montagne, on est des élus d'avenir. Parfait, on y va. 2 axes pour lesquels le département a su répondre. Le premier, c'était en ingénierie. Sandrine, elle voulait le dire, c'est exactement ça. Elle n'aurait jamais rien fait sur sa commune. On ne fera rien dans nos pays de montagne si derrière nous, on n'a pas une ingénierie. Une ingénierie, c'est des énergies, c'est des collaborateurs qui sont là pour nous soutenir. Toutes les deux, on a un VTA dans notre commune, volontaire territorial administratif, c'est ça? Administration. Mais alors, magnifique, parce que les idées qu'on a dans notre tête, on a un jeune près de nous qui est motivé pour les faire aboutir. Et ça, l'ingénierie, c'est la clé. Le plan Avenir Montagne, c'était l'ingénierie. Et qu'est-ce qu'a fait le 04? Le 04 a su se mettre en ordre de marche. L'intégralité de vos territoires alpins ont fait une candidature commune au sein du département. Pour la première fois, on chasse en meute. Magnifique. On était ravis au mois d'août. Bravo pour les équipes d'ailleurs au passage. Le plan Avenir Montagne, c'est aussi beaucoup d'investissements. C'est 2 millions d'euros quasiment qui ont été investis sur notre territoire. Alors, ces 2 millions d'euros, c'est 13 programmes pour nos massifs alpins du 04. On peut en citer quelques-uns, parce que ça va vous parler, parce que vous êtes des skieurs, et donc du coup, vous allez retrouver vos territoires que vous aimez également tant. Mais surtout, en fait, ces 2 millions, c'est du cofinancement avec ce que la région et que Renault apporte aujourd'hui à la montagne, et ça boucle un plan de financement. Et pour les communes que nous sommes à la recherche d'un financement optimal pour éviter que ça pèse. Tout simplement, ça pèse sur nos administrés. Et là, le plan Avenir Montagne, c'est ça, c'est le bouclage des financements sur des dossiers ambitieux, des dossiers audacieux. Je vais vous en citer quelques-uns. Renforcer la résilience de nos stations de montagne face au changement climatique.
Alors on va citer par exemple le front de neige de Chabanon. On va citer également la reconversion du stade de neige de Vauplane ou la modernisation de Montclar. Voilà les dossiers qui ont été retenus par exemple sur ce thème-là. Et puis il y a un autre thème qui me parle un peu plus au cœur, c'est la diversification touristique. Alors je vais vous en parler d'un parce qu'il se situe sur ma commune. Et ça s'appelle la forteresse de Tournoux. Puisque je suis maire de la Condamine Châtelard et que j'ai la chance d'avoir cette magnifique Versailles militaire au sein de ma commune. C'est 300 000 € que nous avons obtenus grâce à la fondation, 300 000 € grâce au loto du patrimoine de M. Berne. Déjà une grande fierté parce que nous avions été retenus et c'est un travail que nous avons accompli pendant le confinement, comme quoi il était pas mal qu'on prenne le temps de réfléchir. Ça a été une belle réussite. Sur le plan Via Montagne, c'est 75 000 € qui ont été notés pour ma commune pour permettre la réalisation d'un téléphérique. Alors ce téléphérique, c'est rien, c'est un moyen de mise en commercialité. C'est quoi une diversification, Madame la Ministre, quand on a un si beau patrimoine? C'est la possibilité de faire du 4 saisons, de finir avec le tout ski, de se dire que dans la vallée du Bail, mais également dans d'autres massifs alpins, on peut faire autre chose que du tout ski. C'est le fameux 4 saisons que nous recherchons, et on le recherche pour quelque chose qui nous parle au cœur, le patrimoine qu'on a, et que parfois on a oublié, que les politiques ont légèrement abandonné, et maintenant on le regarde avec un peu d'appétence particulière, un goût sucré. Sur ce dossier, je n'avais pas prévu d'en parler ce soir, mais j'en parlais parce qu'il se trouve que j'ai une amie dans la salle, que je n'avais pas vue depuis 8 ans. Cette femme, elle m'a tout appris, j'étais commissaire aux comptes à l'époque, et elle avait une association d'insertion. Et moi, j'étais sa commissaire aux comptes et j'avais 25 ans. Et en fait, sur le dossier de Tournoux, j'ai tout de suite dit, il est nécessaire aujourd'hui de faire un chantier d'insertion. Parce que la transition, c'est aussi être complet. C'est pouvoir proposer, grâce au dossier de Tournoux, de la visite, de la mise en commercialité, mais une école qui va défendre les métiers qui sont en lien avec la restauration du patrimoine. Mais c'est également pouvoir tendre la main à des chantiers d'insertion et à des gens qui souhaitent se former sur ce secteur d'activité. Et Elisabeth, puisque tu t'appelles Elisabeth, merci encore pour tout ce que tu m'as apporté. C'était magnifique. En tout cas, tout ça ne relève pas du hasard. Vous avez compris que j'étais contente que le plan Avenir Montagne il collait à ce que j'avais envie. Alors peut-être que la méthodologie a été bonne. Alors peut-être qu'on a fait confiance aux maires. Peut-être qu'on est allé les chercher pour leur demander ce qu'ils avaient besoin, eux, sur leur territoire. Et c'est la méthodologie que je veux mettre en avant. Moi, je suis élue maire donc depuis un mandat, enfin c'est mon premier mandat. Quand le 4 mars 2022, j'ai un ministre qui vient sur mon territoire, Joël Giraud, non, secrétaire d'État, à l'époque, secrétaire d'État, il était le lendemain, ministre. Donc encore secrétaire d'État, je lui dis, et il va vraiment m'écouter moi? C'est fou. Et non, ça marche, et c'est ça qu'on veut mettre en évidence. Je veux mettre cette méthodologie en avant pour que vous compreniez bien que le candidat a fait ses preuves comme président, il a imposé une méthodologie qui fait confiance à vos élus locaux. Et c'est bien ces élus locaux dont vous avez confiance. Les premiers, là où vous vous déplacez pour aller voter, c'est bien vos maires. Et ces maires-là sont entendus. Et c'est ça qui est extrêmement agréable dans la méthode. On parle de dépassement politique. Je pense que là, c'est la preuve même qu'on peut avoir un dépassement politique. Parce que quand c'est juste sur un territoire, c'est juste sur un territoire et c'est le bon choix, c'est le bon choix. Pas de sujet. Moi, je vais appeler ça un circuit court décisionnel. Enfin, on nous écoute. Voilà. Moi, je n'ai pas d'autre chose à ajouter, si ce n'est que vous pouvez, dès l'année prochaine, revenir skier dans nos stations. Vous attendez. Je dis pour la presse, prenez la photo, je crois qu'on va la garder. Merci. Madame Bachelot, vous êtes un peu notre star du soir et nous sommes ravis de vous accueillir dans les Alpes de Provence.
Bonsoir à tous et à toutes. Merci de l'accueil extraordinaire que vous me réservez. Je suis très heureuse d'être ici ce soir, très heureuse d'avoir été accueillie dans votre belle commune, monsieur le maire, dans la belle commune de Villeneuve, de retrouver tous les élus, tous les responsables. Merci de vous être exprimés, tous et toutes, et d'avoir vraiment donné à cette réunion de la chair, de la réalité, du territoire. C'est tellement important. Merci d'être là. Merci Ambroise Méjean. Dis donc, Christophe, il va nous bouffer la lettre. Hein? Enfin, je dis rien, mais bon, certainement. Et puis, merci Christophe de m'avoir demandé de t'accompagner dans cette réunion. Vous savez, ces terres dans lesquelles je suis si heureuse de me retrouver, ce sont des terres qui ont un patrimoine extrêmement riche. On pense à la cathédrale de Fort-Galquier, on pense au couvent des Cordeliers, on pense à l'église Saint-Nicolas de Villeneuve, on pense à tout ce patrimoine extraordinaire. C'est une terre de patrimoine, mais c'est aussi une terre de courage républicain. Moi, je n'oublie pas que, aussi bien dans la commune de Fort-Galquier que dans la commune de Villeneuve, des républicains se sont élevés en 1852 pour combattre le coup d'État de Napoléon III. Et plusieurs habitants, aussi bien de Villeneuve que de Fort-Galquier, ont été déportés à la suite de ce combat républicain. C'est aussi une terre de résistance. Ta commune, Christophe, elle a la croix de guerre pour faire de résistance. Et je crois que ça résume bien ce que tu es. C'est-à-dire que tu es un homme de fidélité à ton territoire, Christophe. Tu es un homme de résistance, tu es un homme de courage. Cette terre, elle porte tout cela, et je crois que tu symbolises cela extrêmement bien. Alors, chers amis, chers tous et toutes, si je suis heureuse d'être avec vous ce soir, c'est bien sûr parce que je retrouve tant de visages amis, quelquefois qui avaient disparu de mon paysage depuis un certain temps. C'est aussi parce que je suis au cœur de cette terre magnifique, mais c'est aussi parce que il faut faire campagne. Nous sommes au cœur d'une guerre. Il ne faut pas s'y tromper. Quand Vladimir Poutine, ses oligarques et ses généraux attaquent l'Ukraine, c'est qu'il veut également attaquer l'Europe. Et que nous sommes au cœur d'une guerre culturelle, une guerre de culture, une guerre de l'information. Il a décidé de nous pilonner, non pas par des bombes, mais de nous pilonner par toute une série de fausses informations, de fausses accusations. Il a décidé de pilonner nos valeurs démocratiques et sont à la manœuvre, par exemple, les ambassades russes partout en Europe, qu'il est évidemment très difficile de contrôler en raison de l'extraterritorialité des ambassades. Mais il y a aussi un certain nombre de complices. L'agresseur a trouvé des complices au sein même de notre société. On les connaît, ces complices. Ils agissent depuis plusieurs années. Ils étaient déjà là en 2017, lors de la première campagne d'Emmanuel Macron. Ils étaient là dans la campagne qui a, aux États-Unis, opposé Hillary Clinton et M. Trump. Tout cela est parfaitement documenté. Ce ne sont pas des fantasmes, des allégations. Alors on les connaît, les complices de M. Poutine depuis des années. On connaît M. Zemmour, on connaît M. Mélenchon, mais on connaît surtout Mme Marine Le Pen dans les complices de M. Poutine. Elle a toujours trouvé ses financements de campagne dans les banques russes. Ce sont les banques de M. Poutine. Elle n'a pas. Elle nous a dit, je n'ai pas d'admiration particulière pour M. Zelensky. Parce qu'elle essaie de se recentrer. Elle essaie de faire oublier cette publicité avec M. Poutine et avec ses sbires. Et puis tout d'un coup, ça réapparaît. Et puis elle s'est rendue compte qu'elle faisait une gaffe extraordinaire. Alors elle était là pour essayer de récupérer son image. Elle a fait paraître un premier tract dans sa campagne où elle paradait à côté de M. Poutine et en lui adressant ses compliments pour sa stature internationale
Elle s'est rendue compte que c'était une énorme gaffe et elle a fait passer des dizaines de milliers de tracts au pilon. Mais elle se révèle, elle s'est révélée à travers son parcours. Et ce fait, ce soutien à M. Poutine, il faut se rappeler l'histoire. Parce que depuis qu'elle a pris les rênes du Front National, du Rassemblement National, elle a toujours été à ses côtés. Elle a avalisé l'annexion de la Crimée en disant que il n'y a pas, ce n'est pas une annexion illégale. Ce sont des citations, hein. Ce ne sont pas des accusations, c'est factuel. Ce sont les déclarations de Mme Le Pen sur l'annexion de la Crimée. Elle a appuyé le faux référendum de 2014, référendum qui avait été condamné par l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle a soutenu les dires du Kremlin. Elle s'est alignée sur tous les fantasmes et sur toutes les allégations du Kremlin. En 2015, Poutine fait assassiner Boris Nemtsov. Et que dit Madame Le Pen? Je vous demande de retenir la citation après cet assassinat. J'ai confiance dans la justice russe. Il fallait quand même le trouver comme déclaration. On fait assassiner un opposant politique. On sait ce qu'est la justice en Russie. On vient d'entendre la déclaration de la Douma, le 4 mars, qui condamne à 15 ans de prison ceux qui diraient la vérité sur l'agression en Ukraine. Elle a confiance, Madame Le Pen, dans la justice russe. Et ça va continuer. Elle recommence en 2018. C'est Sergei Skripal et sa fille qui sont assassinés en Angleterre. Et les accusations des Anglais sont parfaitement documentées. Ce sont bien les sbires de M. Poutine qui ont fait assassiner Sergei Skripal. Et elle dit finalement, toutes ces accusations des Anglais ne sont pas très sérieuses. Elle va continuer avec Navalny. Et là encore, elle met en doute les accusations occidentales pour défendre le Kremlin. Elle ira même devant le Parlement européen jusqu'à accuser l'Union européenne. Et là aussi, c'est une citation de Madame Le Pen. Elle accuse l'Union européenne de mener une véritable guerre froide à la Russie. Alors ça, il faut quand même le trouver. C'est l'agressé qui devient l'agresseur. Elle l'a fait pour l'Ukraine, mais elle le fait aussi pour l'Europe. Et sa stratégie, elle est toujours la même. De renvoyer dos à dos l'agresseur et l'agressé. Mais là, où sa stratégie est encore beaucoup plus perverse, c'est en chevauchant le dossier du pouvoir d'achat. Parce que on comprend que des gens soient inquiets, que les plus fragiles, les plus modestes d'entre nous soient inquiets de la possibilité de ne pas pouvoir boucler ces fins de mois, l'augmentation du gaz, l'augmentation du carburant, l'augmentation des matières premières, l'augmentation de certains produits alimentaires qui font la base du panier alimentaire des plus modestes. Et la stratégie de Mme Le Pen, elle a trouvé le responsable de l'augmentation de ces denrées primordiales. Croyez-vous que ce soit l'agresseur? Croyez-vous que ce soit la guerre en Ukraine? Non, pas du tout. C'est Emmanuel Macron. Là, je vous persuade de faire une campagne pour démonter les mensonges de Mme Le Pen. C'est elle qui sera très probablement au second tour contre notre président. Ces mensonges, cet alignement sur le Kremlin, il faut le dénoncer. C'est quelqu'un qui est la complice de celui et de ceux qui combattent la démocratie en Europe, qui combattent les valeurs européennes, les valeurs fondatrices de l'Europe. Elle le fait depuis 10 ans et elle continuera. Mais surtout, expliquer que les défenseurs du pouvoir d'achat, évidemment, ce n'est pas Mme Le Pen et ses lieutenants du Rassemblement national qui sont alignés sur ceux qui nous mettent dans cette crise, mais bien Emmanuel Macron, qui, grâce à des mesures puissantes, aide les plus fragiles à s'adapter, à surmonter la crise, parce que ce qui est terrible, ce sont précisément les plus fragiles qui sont les plus sensibles à ces discours, parce qu'ils se sentent les plus menacés. Donc c'est eux qu'il faut rassurer en leur disant que nous avons un président protecteur et qui sait que ce sont les plus fragiles qui ont besoin d'être protégés.
ce sont les mesures d'Emmanuel Macron et ce sont les mesures mises en œuvre par ce gouvernement et par Jean Castex. Alors, ce combat, il faut le mener avec détermination, parce que cette guerre, elle est une guerre de l'information, elle est une guerre de la culture. Oui, ces gens qui nous attaquent, parce qu'ils nous attaquent, c'est des gens qui veulent casser le modèle occidental de la démocratie, de nos valeurs, de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de solidarité. Beaucoup pensent que la démocratie n'est plus désirable. Eh bien, ce n'est pas cela notre modèle. Ce n'est pas le modèle que défend Emmanuel Macron, et c'est la raison pour laquelle il a décidé de mettre la culture au cœur de son projet politique. Parce que la culture, c'est ce qui permet la promotion des individus. C'est ce qui crée du ciment social, qui fait que nous sommes ensemble autour de ces valeurs. Et puis c'est aussi un fantastique facteur de développement économique. Savez-vous que les industries de la culture, ça représente 72 milliards d'euros dans notre pays et 650 000 emplois. C'est 7 fois plus puissant que l'industrie automobile, que l'industrie aéronautique. Et quand je vois certains qui très justement se battent pour ces bastions industriels, mais qui se disent après tout la culture, bon, c'est quelque chose d'élitiste. Non, c'est quelque chose que nous partageons tous, qui nous lie, c'est quelque chose qui est bien l'identité de la France. Alors, c'est la raison pour laquelle on peut faire un autre bilan. Je sais bien qu'un président de la République n'est jamais élu sur son bilan, mais quand même, quand il brigue un deuxième mandat, le bilan est quand même la garantie de ce qui se passera plus tard. La France est d'abord le pays qui a le plus aidé ses artistes, ses créateurs, ses structures, ses cinémas, ses théâtres, partout dans le territoire, pendant cette crise épouvantable que nous avons vécue. 14 milliards d'euros, c'est considérable. Il n'y a pas dans notre pays, même dans les territoires les moins accessibles, il n'y a pas eu un festival de supprimé, il n'y a pas eu une salle de théâtre de fermer, il n'y a pas eu un cinéma. Nous avons le plus beau réseau de cinéma d'Europe, nous avons la seule industrie cinématographique d'Europe, 7000 écrans, tous ont été soutenus pour maintenir l'activité culturelle dans les territoires. Et ce maillage impressionnant, ce maillage qui est fait de nos petites librairies, de tous ces commerces culturels ont été sauvegardés. Il y a des centaines de cinémas qui ont fermé aux États-Unis. Il y a 60% des musiciens anglais qui ont quitté leur profession. Certains obligés de vendre leurs instruments pour vivre. C'est pas dans des pays en sous-développement, c'est là, à nos portes, c'est comme Grande-Bretagne. Ça s'est passé. Je vais reciter une phrase que j'ai déjà citée devant Christophe, de cette grande artiste lyrique qui s'appelle Marie-Nicole Lemieux, et on l'interrogeait sur France Musique. Elle est québécoise, et on demandait son sentiment sur la crise covidienne. Vous les Français, je ne vous comprends pas, parce que vraiment, vous êtes dans un pays de cocagne et vous ne le réalisez même pas. Et c'est sans doute. Mais surtout, chers amis, et je rebondis tout à fait sur ce que nous ont dit nos deux femmes mères là à l'instant, c'est qu'il y a vraiment un procès que je ne supporte pas, c'est quand j'entends un grand élu. Ah ben voilà, il y a un effet d'accès que Emmanuel Macron aurait la haine de la province. Hallucinant. Et je partage totalement votre diagnostic. Il m'a demandé d'être la ministre de la culture des territoires. C'est vrai que ce ministère de la culture a été très souvent et depuis 60 ans un ministère parisien. Oui, c'est vrai. C'est vrai que chaque président de la République de la 5e a marqué son quinquennat ou son septennat par une réalisation emblématique. Georges Pompidou, il
fait le centre du musée d'art moderne. Il le construit à Paris. Ensuite, c'est Giscard qui vient. Qu'est-ce qu'il fait? L'Institut du monde arabe et le musée d'Orsay, c'est à Paris. Puis, il y a François Mitterrand, il arrive, il fait où ses grands travaux? À Paris. Jacques Chirac, que j'adore, il fait où? Le musée du Quai Branly, et bien sûr le quai de la Seine. Emmanuel Macron, le grand projet de son quinquennat, c'est la cité de la langue française et de la francophonie. Et où est-ce qu'il décide d'installer cet équipement, 185 millions plus un certain nombre de crédits complémentaires? Il décide de l'installer dans une commune de 10 000 habitants, à Villers-Cotterêts, dans les Hauts-de-France, la région la plus défavorisée de notre pays, et il l'installe dans le sud des Hauts-de-France, qui est, dans cette région défavorisée, la plus défavorisée de France. Il n'y a pas un président de la Ve République qui a fait ce choix délibéré d'installer le principal équipement de ce quinquennat dans une petite commune rurale. Il m'a demandé également d'avoir une coopération renforcée avec les élus locaux. C'est ainsi que j'ai créé un conseil territorial de la culture avec tous les représentants des élus locaux. Nous discutons régulièrement, tous les projets sont radiographiés avec eux. Là, encore il y a 15 jours, nous avons discuté, nous avons mis en place des aides aux artistes ukrainiens. Je n'ai pas imaginé de faire tout cela sans réunir les élus locaux et de voir avec eux comment on allait faire pour faire au mieux, pour accueillir ces artistes, ces familles ukrainiennes d'artistes, ainsi que les dissidents russes qui sont menacés. Et auprès des préfets, un conseil local, territorial de la culture, pour que toutes les parties prenantes soient là. Nous avons transféré massivement les crédits du ministère de la Culture, ceux qui étaient gérés à Paris. Nous les avons mis dans les DRAC, dans les directions régionales des affaires culturelles, pour que vos projets soient suivis au plus près. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, nous avons fait du fait festivalier le fait culturel majeur de la culture dans notre pays. Vous savez, quand je suis arrivé au ministère, à Valois, c'était extraordinaire. Parce que j'ai dit, mais des festivals, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte, bien sûr. C'est le bout de charme de Fourcalquier, n'est-ce pas, Christophe? Dans le couvent des Cordeliers, exactement. Ce sont les rencontres musicales de Haute-Provence, au prieuré de Salagon, mais c'est aussi plein de festivals, comme le festival des rencontres Giono à Manos, que je pourrais en citer bien d'autres, un très beau festival à Sisteron aussi, qui émaille notre territoire. Je dis, vous faites, il y a combien de festivals en France? Oh, me dit Madame la ministre, je ne sais pas, peut-être 4000. Ça, 4000. Et j'ai organisé, non pas à Paris, j'ai organisé dans les territoires 3 états généraux des festivals avec tous les acteurs des territoires. J'ai organisé ça à Avignon, à Bourges, à Toulouse. Il y avait 4000 festivals quand j'ai commencé ce cheminement. Au 2e, on en avait détecté 7000. Et au 3e séance des états généraux, il y en avait 10 000. Je pense qu'on est un peu plus dans la vérité. Et avec les élus locaux, les acteurs des territoires, toutes les associations qui font vivre la culture, nous avons passé un pacte. Un pacte qui est un pacte financier, un pacte de fonctionnement, un pacte aussi d'égalité entre les territoires pour que nous puissions aller au plus près des territoires. Alors, c'est aussi ce que nous avons fait avec des crédits inégalés pour le patrimoine, parce que c'est ça qui est très important, et on le voit dans ce secteur tellement riche en patrimoine. Oui, il y a effectivement la mission du patrimoine qu'a voulu le président de la République autour de Stéphane Bern, et qui libère à peu près 25 millions d'euros, que je complète aussi par 25 autres millions d'euros, qui permettent de mobiliser les Français autour du patrimoine.
il ne faut pas oublier que c'est une moindre recette pour l'État, bien entendu, et que nous appuyons, mais que l'année dernière, c'est 1 milliard de crédits de soutien au patrimoine dans ce ministère de la Culture qui ont été mobilisés, et que j'ai voulu aider les collectivités territoriales de façon à ce que ces crédits soient répartis sur toute la France, et que même nous intervenions sur des sujets qui, depuis la loi de 2004, du 13 août 2004, étaient de la responsabilité stricte des collectivités territoriales, comme le patrimoine non protégé. Mais j'ai voulu apporter ces crédits pour que les territoires soient au cœur de la démarche culturelle de la France. C'est totalement inédit. Alors nous allons continuer. Nous allons continuer parce qu'il va nous falloir affronter une révolution numérique considérable, qui peut être une chance, mais qui peut être aussi un handicap pour certains territoires. Je pense qu'on a des territoires de montagne, dans des territoires plus isolés, c'est une chance d'avoir un accès à la culture mieux réalisé. Mais il va falloir répondre aux enjeux. Donc c'est déjà, c'est pas une promesse. Le milliard qui va nous permettre de développer pendant le second quinquennat cette affaire, il est sur la table. Il est fait avec France 2030, avec des studios pour tourner des séries. C'est un facteur d'enrichissement, un facteur de ce que les Américains appellent du soft power extraordinaire. Faire des écoles pour que, à tous les niveaux d'éducation, puissent trouver un métier par l'apprentissage. On a parlé d'apprentissage, mais aussi dans les métiers de la culture, il faut faire de l'apprentissage, faire de la recherche sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée. Si nous n'avons pas cette politique, vous pouvez regarder dans les programmes des autres candidats, il n'y a pas un mot sur ce qu'on appelle le métavers, c'est-à-dire le métavers selon qu'on prononce à l'anglais. Pas un mot, alors que c'est la révolution culturelle de demain. Et que si nous ne gagnons pas ces batailles, nous perdrons notre richesse, nous perdrons nos emplois, nous perdrons notre capacité d'influence dans le monde. Le deuxième enjeu d'Emmanuel Macron, c'est de démocratiser la culture. Et c'est particulièrement important dans les territoires éloignés. Là aussi, ces chiffres, ils sont très intéressants. Parce que dans notre pays, les gens, les personnes qui fréquentent les lieux culturels de façon régulière, pas seulement une fois par an parce qu'on a envie de célébrer son anniversaire de mariage en allant écouter la chanteuse, c'est pas bien, on peut y aller. Mais les gens qui fréquentent régulièrement les lieux culturels, c'est seulement 10% des Français. Dans ce pays, depuis 60 ans, l'État a posé sur la table du festin de la culture des mets de plus en plus nombreux, de plus en plus savoureux, mais les contours sont restés les mêmes autour de la table. Et ça, sur le plan démocratique et sur le plan d'égalité des chances, c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle ça a été évoqué, c'est le pass culture. C'est le pass culture avec, c'est vrai, un compte qu'on peut utiliser à partir de 18 ans, mais c'est aussi le fait qu'il y a un accompagnement au collège et au lycée pour dire, parce que même si on a l'argent, quelquefois on n'ose pas, on se dit c'est pas pour moi, un théâtre, un livre compliqué, mais avec un accompagnement, on apprivoise la culture. Et on va continuer à développer l'éducation artistique et culturelle. Les crédits ont doublé sur l'éducation artistique et culturelle pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. On va continuer avec les vacances apprenantes, les étés culturels, pour faire en sorte que la culture devienne le bien de tous et que se créent les habitudes, les apprivoisements qui permettront à la culture de diffuser et d'être un outil démocratique. Et puis, le troisième axe du projet d'Emmanuel Macron, c'est de soutenir les créateurs, c'est-à-dire ceux qui font de la culture, ceux qui vont faire de la richesse. Mais je vais vous prendre un exemple de la démarche d'Emmanuel Macron. Nous avons décidé une opération qui s'appelle Monde Nouveau. C'est 30 millions d'euros pour des créateurs, pour faire des œuvres très diverses. Ça peut être des sculptures, des peintures, ce qu'on appelle des performances en termes techniques, même des écritures. Mais on a voulu que ça parte dans les territoires.
Donc dans cette opération Monde Nouveau, on a décidé d'embarquer le Centre des Monuments Nationaux et le Conservatoire du Littoral pour dire ces œuvres-là que nous finançons. On ne va pas les installer à Paris, comme on le fait toujours. On va les installer dans les territoires pour que ce soit les artistes des territoires qui imaginent les œuvres, mais surtout qu'elles soient là, dans vos territoires, pour que vous puissiez en jouir, pour que vous puissiez en profiter. Donc c'est cela. C'est ça le programme d'Emmanuel Macron. Nous préparer à la culture de demain, faire en sorte qu'elle diffuse dans nos territoires, en particulier dans nos territoires ruraux, faire en sorte qu'il y ait une véritable démocratie de la culture, et faire aussi que les créateurs puissent nous apporter leur richesse et leur capacité d'être ce ciment social, d'être ce facteur de promotion personnelle et ce facteur de promotion économique. Vous savez, André Malraux disait que la culture, ça ne sert pas, ça se conquiert. Ben, c'est ça la philosophie d'Emmanuel Macron. C'est de partir avec nous tous, à la conquête de la culture, pour avoir une France plus forte, une France plus humaniste, une France plus solidaire. C'est cela l'enjeu auquel nous allons répondre dans quelques jours, dans 15 jours. Et puisque vous savez que je suis bouddhiste et que je viens de cette école avec mes deux parents résistants, je terminerai bien entendu par une citation du général de Gaulle, parce qu'elle colle parfaitement à Emmanuel Macron. Soyons fermes et fidèles. Au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle de ceux qui n'ont pas cédé. Alors vive la France, vive la République.